C'est parti. OK, bah, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Donc merci d'avoir répondu présent et de nous accorder votre temps, pour ce nouveau webinaire qui fait suite à notre précédent webinaire, qui avait lieu donc autour de la cartographie du système d'information. Donc au vu du nombre d'inscrits, encore une fois, on voit que, ben, ce sujet-là autour de la sécurité du système d'information, montre de l'intérêt et vous avez de la sensibilité pour ce sujet. Donc aujourd'hui, on va passer 30 minutes ensemble, pour aborder la problématique autour de la sécurité du système d'information et aussi, donc on va vous expliquer comment Uncia peut vous aider sur ces questions autour de la sécurité du système d'information. Donc on va aller droit à l'essentiel et avoir une approche très pragmatique. Alors, le sujet de la sécurité du SI, c'est un sujet qui fait régulièrement l'actualité. Souvent, on en entend parler comme d'une fatalité, mais on va essayer de vous montrer qu'il y a d'abord des bonnes pratiques à appliquer pour mettre toutes les chances de son côté. Donc, durant la session, vous n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On essaiera dans la mesure du possible d'y répondre en séance. Voilà. Donc, pour commencer, pour nous présenter, donc je vais commencer. Donc, Ryan Elkourouche, donc j'ai une dizaine d'années d'expérience comme architecte réseau et sécurité dans des environnements de DSI. Dans mes projets du quotidien, donc je constate l'importance de maîtriser son système d'information. De mes différentes expériences, je trouve qu'il est toujours compliqué d'avoir un accès facile aux documents décrivant les standards de sécurité et il faut régulièrement malheureusement sonder, des agents donc qui ne sont pas toujours disponibles, cela ne permet pas non plus d'avoir une vision, compréhensible, de la marche à suivre. Donc en plus de ça, il faut donc, je dois dans mes projets obtenir en général une vision exhaustive de l'existant, donc comme par exemple, la liste des exceptions de sécurité pour les flux, ben, c'est très compliqué à obtenir. Et dans le cadre de projets structurants, dont je fais face comme, des merges réseau ou de la refonte de patterns réseau, ben, ce manque, de documentation et cette limitation d'accès a un impact direct sur l'efficacité des projets. Ouais. Samir, je t'en prie. Ouais, merci Ryan. Donc bonjour à tous, hein, merci à tous, d'être là, de nous accorder de votre temps. Donc moi je suis Samir, je suis le cofondateur d'Uncia avec, Ryan. J'ai un background d'un peu plus de 10 ans d'expérience maintenant dans l'IT et plus particulièrement, un peu plus de 7 ans maintenant en tant qu'architecte technique. J'ai une spécialisation sur les sujets de documentation d'architecture, process de validation, cartographie du SI et donc dans mon quotidien d'architecte, la question de la sécurité, elle est omniprésente, car on va toujours essayer de mettre en place des choses sûres et d'appliquer les bonnes pratiques de sécurité. Mais dans les faits, c'est toujours, plus complexe. Déjà, il y a la problématique, est-ce qu'on arrive à accéder facilement aux règles de sécurité? Si on y accède, elles sont parfois pas claires, parfois on les découvre. Ensuite, quand on va soumettre quelque chose au relecteur, au validateur, il y a toujours un risque, qu'ils ne relisent pas 100 des informations et que, du coup, il y a certaines choses qui puissent passer à la trappe. Par exemple, on va laisser passer un flux qui va être interdit. Donc la question qu'on va toujours se poser, c'est quel est le niveau de risque d'implémenter une architecture qui va compromettre après mon SI et donc compromettre, l'entreprise, dans certains cas. Donc voilà les problématiques, qu'on peut rencontrer au quotidien et auxquelles on va essayer d'apporter des réponses aujourd'hui avec Ryan. Et du coup, pour cette présentation, on a un troisième protagoniste qui est la menace, en fait, qui a bien identifié que j'avais un problème d'équilibre sur ma planche et qui va tenter une attaque. Mais vous allez voir comment, avec une approche cohérente et compréhensible par tous, vous allez pouvoir la contrer sans problème, cette menace. Donc pour ce faire, on vous propose de couvrir ce sujet-là de la sécurité du système d'information sous 3 objectifs. Donc un premier qui sera de revoir les concepts clés du cloisonnement dans l'urbanisation du système d'information global. On verra comment limiter sa surface d'attaque avec de bonnes pratiques. Et enfin, le dernier objectif, on vous montrera comment Uncia donc, permet de rendre vos architectures conformes et même vous permet d'aller au-delà dans le contrôle de la sécurité. Donc pour commencer, Samir va commencer avec un exemple très concret. Samir, je te laisse la parole. Merci Ryan. Donc effectivement, on va prendre un exemple qui, je pense, va être, parlant pour,
pour tout ce qui est l'exemple de l'aéroport. Donc on va rêver un peu, on va voyager. Un aéroport, c'est un endroit qui est cloisonné en différentes zones de sécurité. Pour passer d'une zone à l'autre, il va falloir remplir des conditions, heu, pour pouvoir passer un contrôle et ces informations-là, enfin cette approche-là qu'on va retrouver derrière dans le système d'information. Donc mettons-nous à la place d'un voyageur. On arrive dans le hall de notre, terminal. Donc ce hall de terminal, il est ouvert à tous. On va retrouver des passagers, des accompagnateurs, des promeneurs, bref, toute personne peut y accéder. En tant que passager, je vais me présenter, au comptoir de ma compagnie pour récupérer ma carte d'embarquement. Cette carte d'embarquement va définir la porte vers laquelle je vais être dirigé, qui, en fonction, du fait qu'il s'agisse d'un vol international ou d'un vol intérieur, ne sera pas la même. Je vais subir au sein du sas de sécurité un contrôle qui, in fine, va me permettre d'aller en salle d'embarquement pour à la fin me retrouver dans mon avion. Donc le passage d'une zone à l'autre, il se fait car j'ai une permission. Cette permission, ça va être ma carte d'embarquement, mon passeport, ma pièce d'identité, qui va être contrôlée et validée par un agent. Et ce cloisonnement aussi entre les zones, il va aussi permettre d'empêcher qu'on puisse passer d'une zone à l'autre. Par exemple, quand on est en salle d'embarquement pour un vol intérieur, en général, on ne va pas pouvoir accéder aux salles d'embarquement des vols internationaux. Parce que physiquement, en général, on va avoir en fonction de la tête de l'aéroport bien sûr, mais des terminaux qui vont être différents. Et donc ces informations-là, euh, c'est cette approche-là, donc de cloisonnement, de permission qu'on va retrouver in fine, dans le cloisonnement du SI. Donc cette vision-là, elle est proche de la vision du SI parce qu'en effet, notre SI va être découpé en différentes zones réseau, donc qui vont être cloisonnées, un peu comme on l'a vu pour l'aéroport. Chaque zone, elle va offrir un service, heu qui va être adapté aux applications qu'elle va contenir et aussi qui ne va pas affecter la sécurité du SI. Donc on va essayer de trouver le bon niveau d'équilibre et on va avoir des composants de filtrage entre les zones qui vont permettre de contrôler, de restreindre les accès et de donner le bon, niveau de privilège et d'exposition. Les règles qu'il va y avoir derrière, d'urbanisation et de cloisonnement, elles vont être consignées dans un document qu'on va appeler la PSSI. La PSSI, c'est la politique de sécurité du système d'information. Et premier obstacle en général qu'on va avoir, c'est est-ce que la PSSI est facilement accessible pour toute personne de ma DSI? Est-ce qu'elle est à jour? Est-ce qu'elle est compréhensible? Donc ça, c'est en général des problématiques auxquelles les architectes sont confrontés et Ryan, je te rends la parole, pour que tu nous en dises plus. Très bien. Donc, oui, en effet, donc on va zoomer là, ici, et on va, essayer de comprendre quelles sont les interactions entre les zones. Donc il est important de noter que chaque zone va contribuer à sécuriser le système d'information. Donc typiquement, j'ai ma zone intranet qui est ma zone de confiance, qui va devoir être sécurisée vis-à-vis d'une zone internet qui est une zone, à risque. De plus, on va introduire ici une gestion granulaire du filtrage interzone qui va être nécessaire. Donc le premier niveau de règle va être d'autoriser ou d'interdire la communication entre les zones. Donc si je reprends mon exemple entre ma zone intranet et ma zone internet, ces 2 zones-là ne peuvent pas communiquer en direct. Parce que sinon, le risque introduit, c'est que ma zone intranet de confiance soit directement exposée à ma zone internet. Donc, dans ce cas précis, mes zones DMZ, donc DMZ interne et DMZ externe, vont être des zones tampons qui vont apporter le niveau de filtrage nécessaire. Le second niveau de règle vise à restreindre certains protocoles, toujours afin de limiter l'exposition et la surface d'attaque. J'accepte ou j'interdis certains flux. Donc, dans mon exemple ici, donc entre ma zone intranet et ma zone internet, j'accepte les flux que je considère comme flux de confiance, des flux chiffrés, HTTPS, SFTP, mais par contre, je bloque l'accès à des flux non chiffrés type HTTP. Donc, contrairement à l'exemple de l'aéroport, dans le système d'information, on a une multitude de règles à gérer.
Donc cela est dû notamment au fait qu'on n'a pas 4 zones comme l'exemple qui est décrit là, mais on en a une multitude. Donc la vue théorique doit être retranscrite dans les implémentations et malheureusement, dans la réalité, on peut avoir des écarts donc entre la vision théorique décrite dans la PSSI et la réalité déployée dans le système d'information. Donc aujourd'hui, dans les différents mécanismes de contrôle, on se base principalement sur les sachants, donc les personnes qui connaissent les règles, et de la comitologie pour valider en comité les architectures et notamment les flux. Mais cela n'empêche pas, l'erreur humaine, des flux qui sont documentés, mais qui n'ont pas été identifiés lors des comités et cetera, ou des flux qui ont été ouverts par urgence parce qu'il fallait les ouvrir pour des besoins business ou pour des besoins applicatifs et ce qui va faire qu'on va se retrouver avec des flux qui ne sont pas autorisés dans le système d'information et avec un écart avec la théorie et un flux qui n'est pas autorisé, ça va créer une faille de sécurité. Et on va voir, nous, donc, grâce à Uncia, comment on apporte une vraie solution, comment on vous apporte une vraie solution sur ces points-là. Donc Samir, je te rends la parole Ouais, et je merci te Ryan. laisse introduire la démo. Je t'en Effectivement, il y a prie. une démo qui va suivre, juste après, une vidéo de démo, mais quelques explications avant pour bien, pour quelques éléments de contexte pour bien comprendre. Donc effectivement, comme le disait Ryan, dans la méthode, traditionnelle, les règles vont être consignées quelque part, donc dans le meilleur des cas, dans la PSSI, avec le risque, voilà, que les informations ne soient pas forcément, bien lisibles, bien à jour. Ensuite, elles vont être appliquées ou non, par les architectes et elles vont être vérifiées, validées par des relecteurs et ou par un comité d'architecture. Donc c'est une chaîne d'efforts non négligeable, avec aussi un risque d'erreur à la fin. Donc l'idée, c'est que nous, dans Uncia, on va directement, en fait, embarquer les règles dans l'outil, de telle manière à ce que le contrôle soit géré automatiquement. Donc c'est ce qu'on va voir dans la démo et juste aussi une information complémentaire, les vidéos que vous allez voir donc sont des captures vidéo, d'Uncia, qui sont en vitesse 0.5, pour voilà, qu'on ait bien le temps de voir, voilà, dans la réalité, bien sûr, ça va un peu plus vite que ça. Ryan, je te laisse, introduire. Nickel. Donc, ici, on voit Uncia, donc on a, une page ici où on voit la liste des zones réseau qui vont être directement embarquées dans l'outil. Donc ça va éviter, un risque de faute d'orthographe, d'inventer des zones qui n'existent pas, ce genre de choses. Ensuite, on va voir ici la règle de communication entre les zones. Donc on va créer une règle, de communication interzone. En zone source, on va prendre notre DMZ interne. En, zone, cible, on va prendre la DMZ externe et on va choisir un ou plusieurs protocoles. En l'occurrence, ici, on va choisir l'HTTP et SSH. Et il y a un niveau associé à cette règle. On va ici choisir l'interdiction. Donc là, on a créé une règle qui interdit la communication en HTTP et SSH entre la DMZ interne et la DMZ externe. On va passer au niveau du projet. Donc là, je suis au niveau d'un projet, donc du schéma applicatif d'un DAT. J'ai un front-end qui est en DMZ interne et un back-end en DMZ externe et donc je vais faire un flux entre ces 2 objets. Ce flux, donc je vais lui rajouter le protocole HTTP pour que justement on voit le comportement par rapport à la règle qui a été créée juste avant. Donc j'associe le protocole HTTP, j'ai tout de suite une notification, une pop-up qui me dit: «Attention, ce que vous faites n'est pas conforme aux règles de l'entreprise». Et je vais aussi avoir adossé à mon DAT ce qu'on va appeler un rapport de conformité, où vont être consignées en fait toutes les choses qui ne sont pas conformes et donc là, en l'occurrence, mon flux I1 que je viens de créer. Et je vais également avoir un indicateur visuel pour bien savoir que ce flux-là est en erreur, pose un problème par rapport aux règles de l'entreprise. Donc ce fonctionnement-là, il va avoir un double avantage. D'une part, il va permettre la montée en compétence des architectes qui sauront en temps réel s'ils font quelque chose qui n'est pas conforme par rapport aux règles de l'entreprise. Parce qu'on insiste vraiment sur le fait que parfois, des flux interdits sont ouverts non pas par volonté de nuire, mais tout simplement par méconnaissance. Et ça va aussi grandement simplifier, comme on a vu via le rapport de conformité, la relecture et la validation d'un dossier pour que les relecteurs ne puissent se concentrer
que sur les points problématiques et donc éviter de laisser passer des informations importantes, et compromettantes après pour la sécurité du SI. Donc ce qu'on a vu ici, c'est la partie donc sécurité paramétrique, le cloisonnement réseau, donc qui est une première étape importante et indispensable pour la sécurisation du SI. Et je laisse la main maintenant à Ryan pour qu'il nous parle, d'un second volet, infrastructure et produits. Merci Samir. Donc oui, en effet, après cette, notion de cloisonnement, on va s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur du système d'information. Donc pour simplifier, un système d'information, il va être composé d'un socle d'infrastructure qui va supporter ce qu'on appelle des produits logiciels. Donc ces produits/logiciels peuvent être des agents, des outils de développement, du code, du middleware, de l'OS, de la solution business. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on va appeler produit. Ce qui va être important de noter, c'est que ces produits-là, vont avoir différentes versions disponibles. Petite précision aussi sur l'infrastructure, mon infra qui supporte mes produits va elle aussi avoir elle-même du microcode ou du code disponible avec plusieurs versions. Voilà. La problématique est la suivante, c'est que ces actifs-là d'infrastructure et les produits peuvent être à jour ou obsolètes. Donc là, on va introduire la notion de dette technique. Une version obsolète est une version qui n'est plus à jour, potentiellement exposée à des bugs, à des failles de sécurité dans le code, donc qui peuvent compromettre le système d'information. Donc ces failles peuvent très clairement être exploitées par un attaquant. Pour vous donner une image, donc jusque-là, avec cette notion de cloisonnement et de filtrage, protocolaire, on a mis en place le coffre-fort, mais avec ces faiblesses au niveau produit et au niveau infrastructure, donc sur les actifs, bah, c'est comme si on laissait ce coffre-fort ouvert ou fermé avec le mot de passe sur la porte. Donc comment on va maîtriser sa dette technique? Donc on va vous répondre. Donc déjà, la première chose, la première notion fondamentale, c'est de savoir ce qu'on a dans le parc, OK? Savoir identifier aussi tout asset, produit, qui est end of life, end of support. Donc end of life dans le sens où qui n'est plus supporté par un fournisseur matériel, end of support qui n'est plus supporté par le, fournisseur logiciel. Donc les versions non recommandées vont devoir être connues. Ouais. En termes de, bonnes pratiques, donc la première des choses, c'est d'avoir un catalogue qui va permettre de standardiser la liste des produits qu'on va avoir. Donc, dans ce catalogue-là, on va lister les produits acceptés et ensuite, on va aussi définir sous quelle version ces produits-là sont acceptés et cette liste-là qui va être disponible, accessible à tous, pardon, va permettre justement ce contrôle-là proactif et d'éviter d'utiliser dans les architectures, donc à l'initiation de tout projet de déploiement, d'avoir des produits ou des versions qui ne sont pas conformes avec la politique de sécurité et avec le standard de sécurité du système d'information. Le deuxième niveau, ça va être d'alerter. Donc dès qu'on va avoir dans une architecture ou dans un écosystème une version qui n'est plus maintenue, qui n'est plus à jour, qui n'est plus supportée, bah, il faut qu'on ait la capacité justement d'avoir un contrôle sur les assets end of life et sur les versions end of support. Voilà, donc avoir par application, par environnement, ces alertes-là qui arrivent de manière réactive pour qu'on puisse derrière les exploiter afin de sécuriser le système d'information. Et nous, toutes ces notions-là, on les a intégrées aujourd'hui dans Uncia et on va vous montrer donc dans ce deuxième exemple comment on les adresse. Donc je vais redonner la parole à Samir pour présenter la prochaine démo. Samir, je te laisse la parole. Merci Ryan. Donc effectivement, comme Ryan a expliqué, une étape majeure pour les entreprises, c'est de pouvoir clairement définir quels vont être les produits utilisés, surtout les versions. Donc ce qu'on appelle le catalogue de produits. Dans Uncia, l'idée c'est qu'on va directement embarquer ce catalogue de produits et ça va grandement nous faciliter la vie comme on va le voir concrètement. Donc toujours pareil, là c'est des captures vidéo d'Uncia qui sont en vitesse 0.5, hein. Dans les faits, ça va plus vite que ça. Du coup, c'est bon. Donc, ici, on accède directement dans Uncia à notre catalogue de produits. Donc, on voit les différents produits qui existent dans notre entreprise, dans notre écosystème, avec leur version et surtout avec leur statut.
Statuts qui peuvent être de 3 types: interdit, accepté, recommandé, avec des dates de fin de support qui vont être associées. On a également allé plus loin, on a ajouté la notion de compatibilité ou incompatibilité entre des produits. C'est-à-dire que parfois, par exemple, pour un OS donné, on va vous dire: «Il faut utiliser tel type de base de données» ou au contraire, ne pas utiliser telle base de données. Voilà, c'est pour pouvoir introduire comment est-ce que les, produits sont compatibles ou non entre eux. Donc là, on retourne au niveau d'un projet, donc sur un schéma applicatif, un module applicatif donné, on va lui associer un module, un s un asset d'infrastructure, en l'occurrence une VM. Cette VM, on va lui associer son OS, donc OS que je vais chercher dans la liste, donc je choisis Red Hat. Je choisis la version associée, donc là j'ai pris une version interdite, la 7.9. Je rajoute ma base de données, Postgre. Cette fois, j'ai pris une version acceptée et je vais chercher un middleware, Python, pareil, je vais chercher une version acceptée. J'associe donc mon asset matériel à mon module applicatif et j'ai une pop-up qui me dit, un peu sur le même principe que ce qu'on avait vu précédemment sur les flux, qui me dit: «Attention, ce que vous faites n'est pas conforme aux règles de l'entreprise». Donc je retourne sur mon rapport de conformité, cette fois dans la section produits, et donc je vais voir qu'effectivement, j'ai utilisé une version de Red Hat 7.9 qui est interdite, alors qu'il fallait que j'utilise au minimum la 8.6, et j'ai utilisé également, enfin j'ai fait des associations, pardon, de produits qui sont interdits. Donc voilà, ça vraiment ça va permettre, voilà, de savoir vraiment concrètement d'un point de vue infrastructure produit, ce que j'ai fait, et donc d'avoir ici un vrai suivi de ma dette technique. Ces informations-là, on est en train de les traiter pour aller encore plus loin, parce qu'on est en train de mettre en place avec Ryan, heu dans la continuité de ce qu'on a vu au dernier webinaire sur la cartographie, du système d'information qui était plus au niveau applicatif, on est en train de faire la même chose sur le plan de l'infrastructure, vu qu'on a, les informations. On fait donc une cartographie, avancée du module d'information, la cartographie, pardon, du système d'information, qui va être une espèce de CMDB plus poussé, parce qu'aujourd'hui les CMDB sont pas facilement lisibles, sont pas toujours à jour. Donc nous, justement, on va essayer d'apporter une amélioration, sur ça, et ça va permettre d'avoir vraiment une vue ultra fine, ultra précise de notre infrastructure, et de pouvoir, aller chercher, par exemple, voilà, où est-ce que j'utilise, Windows 2012 dans mon parc, par exemple. Donc on va avoir non seulement la liste des assets matériels, mais on va également savoir quelles sont les applications vraiment derrière qui sont impactées, avec quelles autres applications est-ce qu'elles sont connectées, et cetera. Mais ça, du coup, Ryan, ça fera sans doute, l'objet d'un prochain, webinaire, sans doute, le prochain qu'on fera. Oui, tout à fait. Donc on va conclure, slide, de conclusion qu'on a appelé une gestion de la sécurité à 360° avec Uncia. Donc 4 volets. Le premier, c'est la gestion des règles du SI. Comme on l'a vu aujourd'hui, on est dans une gestion manuelle. On va chercher, les règles, ça peut être des règles écrites quelque part, ça peut être, le fait de se baser sur des sachants, heu, donc voilà, avec la difficulté que ça induit. Avec Uncia, les règles sont portées dans l'outil, les contrôles sont faits dans l'outil. La partie documentation des architectures, donc c'est-à-dire rédaction des DAT. Aujourd'hui, c'est fait, quand c'est fait bien sûr, heu, dans plusieurs outils, c'est fait manuellement, c'est pas digitalisé, c'est pas exploitable. Avec Uncia, vous pouvez le faire facilement, et vous pouvez aussi faire apparaître toutes les interdépendances que vous avez, entre les applications. La gestion de la dette technique, aujourd'hui pour faire ça, on est obligé de faire une revue manuelle sur la base de la CMDB avec toutes les, difficultés, complexités que ça induit. Dans Uncia, vous, avez directement toutes les informations de catalogue de produits, les of support, les end of life, et vous avez un suivi fin qu'on est en plus d'ailleurs en train d'améliorer. Et enfin, sur la partie de cartographie du SI, je vous renvoie à notre dernier, webinaire sur le sujet. Heu, Aujourd'hui, pour faire ça, c'est une réalisation qui est faite à la demande, c'est vraiment une prestation à proprement parler. Avec Uncia, ça se fait complètement naturellement en documentant les architectures. Donc voilà pourquoi on a appelé ça une gestion à 360°. C'est parce que vraiment on va aller à un niveau de connaissance, qui va être très fin, de notre SI.
sur le plan applicatif, sur le plan de l'infrastructure, sur le plan des produits. On va pouvoir vraiment interconnecter toutes les informations. Donc voilà, donc merci à tous, Merci. pour votre écoute. Donc on nous reste 4 minutes. Ben, on va revoir vos questions. On va prendre ces 4 minutes pour revoir s'il y a eu des questions posées pendant le webinar. Vous pouvez aussi poser vos questions maintenant. Si vous êtes intéressé par le produit, vous pouvez nous contacter, donc soit Samir, soit moi, soit nous 2, par mail, et on vous répondra le plus rapidement pour vous faire une session de démo plus poussée. Ouais. Donc N'hésitez pas à nous contacter effectivement par LinkedIn, par message, enfin voilà, par mail, vous avez nos mails qui sont affichés. N'hésitez surtout pas si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous avez des questions, si vous avez envie d'une démo comme disait Ryan, on est disponible pour ça. alors, je ne vois pas de questions jusqu'à maintenant. On a été, Hem, trop clair, Ryan, du coup on n'a pas de je questions. pense. Ou pas assez. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. J'espère que c'est le premier cas, quoi. Hem, on va attendre. Ouais, je vois pas de questions dans le chat. Heu, bon, on va attendre encore une petite minute, s'il y a pas d'autres questions. Voilà, encore merci en tout cas pour votre présence. N'hésitez pas à parler d'Uncia autour de vous. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, hein, ça nous aide. Je vois qu'on a plein de d'émojis de soutien et tout, hein, merci beaucoup. Merci. Alors je vais basculer sur LinkedIn. Hem, Je pense qu'on peut mettre fin à la séance, Ryan. je Merci à tous. OK, Merci très pour bien, votre et temps. vous pouvez, ouais, n'hésitez pas à revenir vers nous en tout cas, pour que ça soit des questions liées au webinar ou une volonté d'aller plus loin, comprendre un peu plus notre outil, on est à votre disposition, voilà, et on répondra à toutes les questions. Merci à tous. Merci, bon après-midi à tous, Merci à bientôt. et bon après-midi, au revoir.